C'est waouh. Là, j'ai contacté tous mes managers et je leur ai dit non mais les gars, c'est pas possible, c'est exceptionnel en fait. Aujourd'hui, je crois que les 2 tiers, voire les 3 quarts du code est écrit par l'IA. Dans 10 ans, l'e-commerce, ça sera discuté avec un LLM. À un moment, on faisait 1 million de chiffre d'affaires par employé. Il y a les pubs dans le métro à New York. Pourquoi est-ce que vous recrutez encore des SDR en 2026? On a réussi à faire passer notre taux de perfect order de 75 à 90%, alors qu'on a doublé les volumes de commandes et qu'on a gardé la même équipe de supply, c'est-à-dire 2 personnes. Tu as une position que je trouve plutôt de prise de recul, contrarian et down to earth. Je pense qu'il ne faut pas surestimer les effets à court terme. Entre 2023 et aujourd'hui, on a multiplié par 3 notre chiffre d'affaires. Et on a 1 personne et demie en support, et ce, depuis 3 ans. Fleet, franchement, hyper inspirant ce que vous avez créé. Depuis plusieurs années, vous êtes une quarantaine, je crois. Vous avez dépassé les 30 ou 40 millions, je crois que tu me disais, de chiffre d'affaires. Ouais, on est entre 30 et 40, ouais, annualisé. Il n'y a pas eu de levée, il y a eu du LBO cette année, on va peut-être revenir dessus. Mais franchement, c'est hyper inspirant. Je pense que ça a dû inspirer pas mal de boîtes qui ont switché sur un modèle où on cherchait plus de rentabilité, de coupure de coûts, d'optimisation. Mais on va pas parler de ça. On va pas parler de ça aujourd'hui parce qu'on est plus là pour parler un petit peu de comment est-ce que toi tu réfléchis à la problématique de l'IA chez Fleet et peut-être évoquer un peu le sujet. Là, on est début juin 2026. Ça fait 3-4 mois que vous avez commencé à adopter ça. Si tu devais me raconter un peu les 3 derniers mois, les 90 derniers jours chez Fleet, par cet angle un peu IA, tu parlerais de quoi? Tu commencerais par quoi? Ouais, bah écoute, déjà merci pour l'invitation et avec plaisir pour avoir cet échange ce matin. Peut-être juste rapidement, Fleet en 30 secondes hein, pour les auditeurs qui connaissent pas. Voilà, on est une boîte du coup qui a 7 ans, qui simplifie la gestion IT pour les entreprises. Start-up, scale-up, PME, entreprise à peu près de moins de 500 salariés. Donc en fait, on s'occupe à la fois du procurement des machines, de la gestion des problèmes quand il y a des soucis sur les machines, du renouvellement, de la sécurisation du parc. On propose une plateforme qui permet aux gestionnaires de parc, à l'IT manager, l'office manager, de pré-onboarder les machines, de les configurer, de les gérer à distance, de les commander, de les réparer. Voilà, c'est un service de gestion IT full stack. Je tiens à dire que j'en ai deux. J'en ai 2 des machines de chez Fleet. C'est pas pour ça que je t'ai invité, mais ça marche très très bien et nickel comme service. Ça m'a bien aidé surtout au début. Ouais, super. Oui, parce qu'en plus c'est un modèle de location, donc ça te permet de lisser tes coûts, de payer un abonnement mensuel et de pas acheter un MacBook 2000 € qui mobilise beaucoup de trésorerie. Donc ça intéresse à la fois les grosses flottes, mais aussi les gens qui prennent quelques machines et qui se disent qu'ils veulent opexiser leurs dépenses et payer un frais mensuel et pas débourser trop de trésorerie. Et donc c'est vrai que cette entreprise qu'on a montée avec mon associé Alex, elle a 7 ans, elle est en autofinancement depuis le début, donc on a vécu tous les cycles et notamment les périodes fastes où tout le monde levait des dizaines et des dizaines de millions et probablement qu'à cette époque-là, on aurait pu aussi faire des grosses levées de fonds et recruter des centaines de personnes. On est toujours resté très lean. On est 40, peut-être 45 aujourd'hui. On n'a jamais été aussi nombreux que ça. D'ailleurs, on n'a jamais vraiment fait de restructuration d'équipe. On a plutôt augmenté la taille de l'équipe progressivement, alors qu'on fait, entre 30 et 40 millions de chiffre d'affaires. On fait quasiment, à un moment, on faisait 1 million de chiffre d'affaires par employé, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une boîte très lean. Et donc, ça a toujours été quelque chose d'assez fort dans notre culture, d'essayer d'avoir à la fois un business model scalable et des process automatisés et une façon de travailler qui est vraiment efficiente, quoi. Donc, c'est toujours poser la question de comment on automatise au maximum avant de recruter des gens supplémentaires. Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'améliorer nos process, de travailler de manière plus efficiente? Mais ça, justement, le fait d'avoir vu débarquer Claude, en ayant en fait déjà ce mindset très bootstrap, pour toi, ça a confirmé en fait ça a confirmé ça a été un atout en fait.
Ouais, ça a été, je pense, ouais, c'est-à-dire, ça a été vraiment une continuité de notre mindset. Déjà, ça nous a permis tu vois, de pas avoir à faire une quelconque restructuration. Enfin, on s'est pas dit, ah bah tiens, d'un coup, on a un outil d'IA hyper puissant, on est trop nombreux, du coup, bah voilà, faut restructurer. En fait, pas du tout, tu vois, ça a plutôt donné, augmenter la productivité de chaque personne qui avait déjà, tu vois, enfin, des rôles qui de toute façon n'étaient pas remis en question par l'IA. Donc, tu vois, l'équipe continue d'augmenter. Et c'est sûr que nous, ça a été un énorme push qu'on a mis il y a, c'est vrai, quelques mois. On savait que l'IA allait changer beaucoup de choses, mais c'est toujours dur de se projeter. Pendant longtemps, il y a eu ChatGPT, et ChatGPT servait aux gens pour réécrire leur email ou uploader des documents. Donc, c'est cool, mais c'était pas game changer, non. Le premier truc qu'on a fait, nous, quand même, c'est il y a un an et demi, ça a été on a fait quand même on a bossé avec OpenAI quand ils ont ouvert leur bureau à Paris, pour créer un AI copilot sur notre plateforme, pour automatiser le support client. Tu vois, on a uploadé toute notre base de données Fleet sur les problèmes hardware, les problèmes software que peuvent avoir les clients, et les problèmes d'assurance parce qu'on assure aussi les ordis, etc. Et on a créé un copilot en collaboration avec OpenAI qui nous a aidés. Ils vont sortir c'est quoi? C'est une sorte d'agent c'est un agent, ouais, sur la plateforme. c'est un agent support sur la plateforme, donc là, c'est assez classique en réalité, hein. Mais je pense qu'on a été l'un des premiers à le proposer. Enfin, on l'a fait assez tôt. Ça. Et en front de client, ça a quand même, on a vu un impact énorme parce qu'en fait, assez rapidement, alors là, ça plafonne, mais c'est autour de 40%, je crois, 35 à 40% des tickets support sont automatiquement résolus par l'IA, quoi. Ouais, c'est ce que me disait le fondateur d'une autre startup, Bisport, c'est Ouais. qu'en fait, derrière, ce qui se passe, c'est que ton customer support il commence à prendre des tickets un peu plus complexes. Tout le monde tout le monde s'upskill et limite, tu vois, il commence à prendre une position où ça fait plus d'upsell, ça fait plus de cross-sell. C'est un peu comme ça que tu l'as. Alors nous, ce qui s'est passé en réalité, alors bon, nous on a les CSM, quoi, les account managers qui font upsell, cross-sell. Ouais. Et en fait, on a une équipe support qui est vraiment très dans le support pour le coup là, IT, quoi. Mais qui est très lean en fait, parce que tu vois, nous on a entre 2023 et aujourd'hui, on a multiplié par 3 notre chiffre d'affaires. Donc c'est assez énorme. On a eu une très grosse croissance, tu vois, 90% de croissance l'année dernière, 60% l'année d'avant. Et on a maintenu, donc évidemment avec un nombre d'ordi en parc et de devices en parc qui a explosé, hein, tu vois, donc de nombre de clients, tu vois, on a plus de 2000 entreprises clientes, on a des dizaines et des dizaines de milliers de devices en location, et donc beaucoup de users, et on a 1,5 personne en support, et ce depuis 3 ans. Donc on a, tu vois, l'équipe support, customer care de Fleet, tu vois, n'a pas augmenté malgré le scale et ça, je pense que c'est en partie grâce à l'IA. Donc ça a été quand même un premier truc quand même qui a été assez important et qui était avant l'arrivée de Claude, quoi. C'est juste. Donc ça, quoi, le fait de ne pas augmenter ton volume de personnes en support client, c'est lié à ce que tu me disais au chat agentique. Chat agentique plus. Ouais, chat agentique plus évidemment l'équipe support qui utilise l'IA pour pré-rédiger des réponses quand elle a besoin d'intervenir. Tu vois. Ouais. Donc ça, c'était le premier truc, quoi. C'est un cas de figure hyper intéressant. Ouais, je pense que le deuxième truc qu'on a eu aussi avant l'arrivée de Claude, c'est quand même Cursor dans l'équipe tech, quoi. Quand même, tu vois, assez rapidement ils sont mis à utiliser Cursor. Ouais. Et quand même aujourd'hui, je crois que tu vois, les 2/3, voire les 3/4 du code est écrit par l'IA, quoi. Donc là, maintenant, notre équipe tech, maintenant, c'est quand même un peu des managers, quoi, d'une IA, tu vois. Enfin, ce qu'il faut, c'est donner les bons prompts, les bonnes instructions, être des architectes, quoi, du code, mais ils passent beaucoup moins de temps à coder eux-mêmes à la mano, quoi. Donc, tu vois, ça quand même aussi, je trouve que ça a été quand même le premier job
enfin support, à mon avis, support et dev, tu vois, ça a été quand même les 2 premiers jobs qui ont été très vite On va augmentés revenir par l'IA. dessus, on va revenir dessus et on va revenir aussi sur les opérations parce que vous êtes quand même une énorme boîte d'opérations, Fleet. C'est un peu le cœur du moteur quoi, quand on regarde. Mais juste avant ça, je crois que quand on préparait un peu le podcast, ce que tu me disais, c'est que ça a commencé parce que tu as passé concrètement une journée entière sur Claude. Tu as testé des trucs, tu Ouais. as vu aussi des trucs passer sur Twitter. Enfin, je pense que ça peut intéresser, tu vois, des CEO qui sont de boîtes, qui sont un peu dans ta position. Ouais. Et même taille, c'est à quel moment ça commence vraiment, à quel moment ça kickstart, quoi. Ouais, il y a eu un moment, il y a eu une hype, un moment, qui d'ailleurs est toujours un peu le cas, mais il y a eu vraiment une hype sur Claude en particulier, hein, il y a 3 mois, je crois, où Ouais, vraiment, tu as commencé à avoir plein de gens qui ont pris la parole sur Twitter, des CEO, des mecs qui ont dit, bah, j'ai complètement automatisé, maintenant j'ai un personal assistant qui fait tout, qui book mes meetings, tous mes reportings sont automatisés sur Claude. Vraiment une hype. Alors parfois c'était too much, mais je veux dire, au moment, voilà, moi j'ai vu des trucs passer sur Twitter, sur LinkedIn, où je me suis dit, oula, il se passe un truc, quoi. On a l'impression qu'il y a un usage business assez fort maintenant de l'IA, au-delà simplement d'équipes très opérationnelles, quoi. Donc évidemment, bah bon, quand il y a eu cette hype, moi j'ai téléchargé Claude Cowork, quoi, et j'ai passé une matinée entière à l'utiliser pour faire des trucs, sur pour tes me cas. pondre des reportings sur mes teams, sur les départements. Enfin, tu vois, je l'ai connecté à tous mes outils, à mon Google Agenda, à mon HubSpot, enfin, tu vois, à tous les outils métiers de la boîte, quoi. Et ouais, c'est incroyable, quoi. À chaque fois, je lui disais, enfin, parce que à cette époque, ChatGPT, les connexions avec les outils étaient pas bonnes. Je crois que c'est un peu mieux maintenant avec Ouais, Codex, mais et ouais. donc là, Claude, je sais pas, j'ai fait des trucs, mais même de sales, hein. J'ai dit, je l'ai connecté à HubSpot et je lui ai dit, dis-moi tous les contrats qui sont en attente de signature. Résume-moi tous les contrats qui sont en attente de signature, pré-rédige des mails à chaque client et envoie des mails. Et en plus, nous, on est dans une dizaine de pays, tu vois, même une quinzaine de pays. Donc là, il a trouvé 7 pays différents, 7 langues différentes. Il a rédigé enfin, tu vois, il a tout structuré, rédigé 7 mails différents. Il m'a dit, voilà, est-ce que tu veux que je les envoie? Bon, je l'ai pas fait parce que je n'allais pas faire le travail de mes sales. Mais je me suis dit, c'est incroyable. Ouais. Enfin, Là, ce c'est que tu un peux wow moment automatiser. où tu te dis, ouais, en fait, Ouais, là, je me suis dit, c'est waouh. ça peut me faire gagner. Là, j'ai contacté tous mes managers et je leur ai dit non mais les gars, c'est pas possible, c'est exceptionnel en fait. Donc télécharge Cowork et utilise-le, passe du temps à l'utiliser. Ouais. Si tu as un moment ce Et, week-end et, aussi. et tu m'as dit que tu avais organisé. En fait, oui, il y a un sujet qui est celui de généraliser l'adoption et c'est peut-être plus simple dans les boîtes qui font 20, 30, 40 personnes, mais quand même, ça reste complexe. Il y a un sujet d'adoption et tu m'as dit que vous aviez passé une journée IA, c'est ça? 4 heures Alors avec tout le monde. ouais, alors ça en fait, on l'a voulu le faire, on l'a pas fait finalement. Je crois que des équipes l'ont fait elles-mêmes quoi. Moi, ce que j'avais voulu faire et bon finalement on l'a pas fait et finalement l'adoption s'est quand même généralisée, mais je pense que ça c'est une bonne idée à faire. C'est ouais, si tu penses, en fait, je pense qu'il y a 2 types d'adoption. Il y a top-down, bottom-up, quoi. C'est top-down, c'est mettre en place dans ton infra des outils IA avec des mecs par département qui vont gérer, être honneur, qui vont mettre en place des process, qui vont créer des agents. Et il y a bottom-up qui est que chaque personne ait cette culture d'utiliser l'IA dans son quotidien. Enfin, tu vois, moi, si je passe derrière l'écran d'un gars et que je le vois encore rédiger un mail à la main, tu vois, enfin, je me dis non, mais en fait, gars, enfin, tu vois, utilise l'IA, tu vas aller 2 fois plus vite. Quand t'es sales, elle va encore écrire mieux que toi le mail, je pense. Enfin, tu vas mettre plus les formes et tout. Donc il y a ce truc un peu bottom-up où quand même tout le monde doit avoir cette culture IA. Mais pour les sales, Euh, t'as pas cette appréhension du client qui sent que ton mail est rédigé par l'IA ou alors que ton pitch est vraiment, tu vois, fait par GPT ou par Claude et tu vois, n'accroche pas justement. Il n'y a pas ce truc. ouais, je pense que c'est un peu il y a un peu tu vois, un équilibre à avoir, quoi. Enfin, je pense, hein. Enfin, tu vois, c'est genre, il faut que ça fasse pas trop non plus de GPT complètement impersonnel, mais en même temps, je pense que très souvent, Claude ou GPT structure mieux les idées.
Tu vois, donc je pense que oui, c'est peut-être pas forcément que ça soit 100% rédigé par l'IA. Moi, ce que je fais souvent, c'est voilà, je pré-rédige un truc, je le fais travailler, ou je fais travailler une première version par l'IA, puis après je change quelques éléments pour les personnaliser plus. Mais voilà, moi je trouve que quand même la manière d'exprimer les idées est souvent plus structurée, plus claire quand c'est fait par l'IA, quoi. Euh, Et donc, donc, ouais, donc sur ce sur truc cette. de journée, moi je pense qu'une bonne idée à faire, en tout cas, quoi, c'est quand tu veux généraliser l'adoption, c'est tu dis à toute ta team, voilà, tout le monde pendant une matinée, tout le monde utilise Claude, et à la fin, tout le monde envoie un mail en disant qu'est-ce qu'il a pu faire. Et je pense que juste, tu vois, cet effet waouh que moi j'ai eu, tout le monde là en fait. Il suffit juste de prendre le temps de se poser dessus, connecter ses outils et essayer de faire des petites actions dessus. Et une fois que tu as cet effet waouh, bah, enfin, ça devient une addiction, quoi. Enfin, tu vois, donc Ouais. oui, je pense que c'est un bon moyen de généraliser Mais c'est l'adoption, vrai, quoi. après, tu prends le réflexe, en fait. Tu te dis, OK, chaque chose que tu es en train de dérouler manuellement, tu te dis, non, mais en fait, comment est-ce que Claude peut m'aider là-dessus? Comment est-ce que je peux faire beaucoup plus vite et Mm. limite me créer des tâches ou tu vois, des- qui font que ça va plus vite, quoi. Ouais, ouais, complètement. Je pense que enfin, tu vois, les gens disent beaucoup, oui, ça va supprimer des jobs, probablement que ça va transformer les métiers et en supprimer certains, en créer d'autres à long terme. Mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment avant tout un outil de l'IA, c'est un outil de productivité. Et en fait, ça va juste euh, transformer encore plus le job d'opérationnel à. Enfin, on va tous apprendre à être des managers d'un assistant qui est l'IA. Et c'est quoi être manager de l'IA? C'est lui donner les bonnes indications, les bons prompts, être clair dans tes idées que tu lui transmets pour qu'elle produise quelque chose qui correspond à ta vision et savoir la corriger quand il faut. Tu vois, enfin, c'est un peu comme ça que je vois le truc, quoi. Euh, c'est vraiment un outil de productivité et qui va un peu élever le travail de chaque employé vers quelque chose d'encore plus managérial et moins opérationnel, quoi. Là, vous avez, si on regarde un peu la productivité globale chez Fleet, donc tu m'as parlé des techs, mais au global, tu as constaté un changement depuis 3 mois? Écoute, c'est compliqué à mesurer, quoi. J'ai du mal à le mesurer. Alors j'ai quand même clairement des signaux, quoi. Tu vois. Moi, les devs me disent qu'ils ont augmenté de 30% leur productivité, quoi. Donc tu sais, c'est la méthode, enfin, tu sais, ils se mesurent en points de dev, quoi. Tu sais, Ouais. ils produisent des features qui valent un certain nombre de points en fonction de la difficulté de la feature. Et c'est vrai que Ils peuvent rentrer dans un sprint, ils bossent en voilà, sprint en tant que dev, mais exactement. Ouais. ah, 30%, ok, d'accord. Parce que là 30. je veux pas, loin de moi l'idée mettre en cause ta team de dev, mais là les gens avec qui je parle me parlent plus de x3, x5. Ah ouais. Tout dépend comment on calcule les choses, hein. Mais Ouais. Bah ouais, je pense qu'il y a grave moyen de faire plus. Je pense qu'il y a grave moyen de tu faire plus. tu vas revenir cet après-midi voir ta team de dev, les gars. Non, non, je pense, ouais, non, mais à fond. À fond, à fond. Parce qu'en Après, je vrai, me demande s'il n'y a pas des goulots d'étranglement au niveau d'une équipe, tu vois ce que je veux dire? Enfin, au niveau enfin, moi j'ai l'impression, après, franchement, je suis pas expert, c'est pour ça, tout est sujet à caution, hein, mais moi j'ai l'impression que quand tu as déjà une stack, enfin, quand tu as déjà un code, enfin, tu vois, quand tu as une grosse legacy dans ton code, c'est plus ouais, difficile. J'ai l'impression que tu veux coder un nouveau truc, tu veux créer un site ou une app, tu fais, enfin voilà, et puis limite tu utilises Lovable ou enfin tu vois, un tu tool et en veux, fait tu fais quand c'est la x10 V1, tu peux aller vite, ouais. voilà, c'est la V1, tu vas super vite. Quand tu as une très grosse legacy dans ton code, tu as quand même beaucoup de trucs à checker. Enfin, l'IA, elle fait beaucoup plus d'erreurs, tu as beaucoup de trucs à checker. Donc, c'est un peu plus difficile de faire x5 en productivité, quoi. C'est un peu le feeling que j'ai, quoi. Ouais, Mais, par contre, quand probablement. tu prends au niveau individuel, un gars qui doit coder une feature isolée sans trop de legacy, j'ai l'impression que là, oui, tu peux vraiment aller très, très vite, quoi. Euh,
Voilà, donc ça, ouais, l'équipe dev, on a à peu près ça. Et après, nous, on a un gros, on est un business d'ops, comme tu disais. Donc, ops, support. Donc, je te parlais du support, mais je te parle aussi des ops de la supply, tu vois, donc, on a beaucoup de commandes à traiter, d'ordi à livrer. Alors, on le fait pas nous-mêmes, hein, mais on interface tous nos suppliers, tu vois, pour livrer nos clients. Et donc, c'est quand même une grosse machine, quoi, surtout qu'on livre dans 120 pays. On est capable de livrer dans des pays très exotiques. Donc, on a un énorme réseau de suppliers partout dans le monde. Et tu vois, on suit un KPI qui s'appelle Perfect Order, qui est une Perfect Order, c'est une commande qui est arrivée à temps et il n'y a pas eu d'erreur dans la livraison du produit et pas de défaut à réception. Donc, la commande est parfaite, quoi. Elle est arrivée dans les temps et sans problème. Et tu vois, on a réussi à faire passer notre taux de Perfect Order de 75 à 90%, alors qu'on a doublé les volumes de commandes et qu'on a gardé la même équipe de supply, c'est-à-dire 2 personnes qui gèrent toute cette supply. Et ça, c'est grâce à un nombre d'automatisation incroyable qu'a mis en place notre VP Ops, Tristan. Tu vois. Tu peux me donner un exemple ou deux? Ouais, complètement. Déjà, le VP Ops, j'ai l'impression qu'il il a accès à Cursor et il vibe code pas mal de features pour lui-même, quoi. Qu'ensuite l'équipe tech check et pousse en prod, mais ça c'est quand même assez stylé parce que ça lui donne pas mal d'autonomie et tu vois, et ça lui donne une certaine force de frappe quand il veut pousser. Alors ensuite, ce qu'il fait, donc déjà il met en place énormément d'agents qui envoient tous les matins des reports sur toutes les commandes qu'il faut passer, toutes les commandes qui sont en retard, tous les produits qui sont en point relais et qui envoient directement des mails aux clients, votre produit en point relais, toutes les relances qu'il faut faire. Enfin, tu vois, donc il y a toute une structure aussi de report qu'il envoie à chaque supply manager en lui disant, voilà, aujourd'hui, tu as telle commande à traiter, telle commande qui a un problème. Tu vois, donc je crois que ça, c'est assez, tu vois, ils vont plus manuellement dans le back office, checker manuellement les commandes. Tu vois, ils reçoivent des reports quasiment automatisés, quoi, qui leur pré-mâchent tout le travail, quoi. Ensuite, je crois que l'IA lui a permis tu vois, donc on est connecté à plein de suppliers, mais pas en API, quoi. Tu vois, c'est des suppliers. Parfois, tu vois, tu travailles avec un supplier en Uruguay, qui livre en Uruguay. Enfin, c'est un mec, tu lui envoies un mail, tu lui dis, il me faut un MacBook Pro à telle adresse, il te renvoie un mail, il t'envoie une facture. Nous, on doit récupérer les numéros de série, les tracking de livraison, et tout ça, on le récupère par mail. Enfin, c'est hyper manuel. Enfin, tu vois, on travaille avec plein de suppliers. Du coup, là, nous, on a mis en place une IA qui scanne notre boîte mail supply et qui automatiquement récupère, dès qu'on reçoit un tracking link, le tracking link qui le upload directement dans le cockpit Fleet, le back-office, du coup, qui le met à disposition qui le met sur la plateforme Fleet pour que le client suive la livraison automatiquement, qui récupère les numéros de série des ordis, qui les upload directement également dans le cockpit du client, qui met à jour automatiquement les ETA de livraison. Donc, tu vois, si il y a un ETA qui a évolué parce qu'en fait, le produit est en retard, pareil, tu vois, qui récupère le nouvel ETA dans la boîte mail et qui l'upload directement. Donc, tu vois, c'est plein de choses comme ça qu'aujourd'hui, qui était du travail manuel avant par un opérateur, quoi, tu vois, qui aujourd'hui est complètement automatisé par l'IA, quoi. Tu m'as parlé de taux de croissance assez impressionnant en 23 et en 24. Et même depuis, à quel point c'est dû justement à ces gains de productivité, ces gains d'opération avec l'IA? Écoute, je sais pas. Je pense que l'IA nous a permis clairement de croître tout en restant très lean, quoi. Tu vois. Je m'explique. À la base, on a un business model assez lean. Parce que tu vois, on gère pas on est une plateforme en fait. Tu vois, on a développé une plateforme qui interface le client avec des fournisseurs, on fait du leasing, donc avec des partenaires financiers. C'est pas nous qui gérons le financement nous-mêmes, ni l'analyse de risque client, avec des réparateurs quand un ordi est en réparation. Donc, on gère pas les opérations nous-mêmes. On est une plateforme, donc c'est assez lean en soi, le business model. Mais ces dernières années, tu vois, ces 3 dernières années, ça s'est énormément complexifié
parce qu'en réalité, on a ouvert dans tu vois, une quinzaine de pays. Donc, on est présent dans beaucoup de pays en Europe. On a ouvert aux US. Donc, on a des clients un peu partout. On a des partenaires partout. On livre également dans plus de 120 pays, dont des destinations exotiques. Donc, on a des livraisons partout. Et donc, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus complexe qu'il y a 5 ans, où il y a 5 ans, notre business, c'était France only, quoi. Et les livraisons, c'était France et Union européenne. Quand on avait un client qui nous disait, j'ai quelques équipes en Espagne, est-ce que vous pouvez les livrer? Mais c'était beaucoup plus simple, tu vois. On travaillait avec les mêmes fournisseurs et c'était des livraisons smooth, tu vois. Là, il y a une complexité énorme. Et en fait, moi, j'ai toujours été très attaché à ce qu'on soit scalable et lean et simple. Donc, tu vois, quand on a lancé Fleet au tout début, on proposait que des MacBook Air, MacBook Pro. Puis après, au bout de 2 ans, on a ouvert à PC. Tu vois, puis après, tablette. Mais tu vois, c'était vraiment genre, concentrons-nous sur une verticale, faisons-le très bien et restons scalables. Et en fait, j'ai un peu lâché les chevaux ces 2 dernières années, qui nous ont permis en fait de croître, puisque ouvrir d'autres pays, proposer maintenant de livrer partout aux clients, donc des choses complexes, évidemment, du coup, tu as plus de choses à la carte, entre guillemets, tu as une force de frappe plus importante, donc ça facilite ta croissance, tu vois, tu proposes plus de choses. Et ça a été permis par le fait que on a pu rester ligne dans ces conditions grâce en partie à l'IA. Tu vois, on n'aurait pas pu le faire il y a 4 ans. Et j'aurais d'ailleurs pas autorisé qu'on le fasse il y a 4 ans parce que on se serait retrouvé dans une situation où j'aurais dû recruter 50 personnes pour tout gérer. Ça aurait été le boxon. Et donc tu vois, l'IA a été un catalyseur nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant et qui ont de facto permis la croissance, quoi. C'est hyper intéressant. Tu vois, je me demande dans quelle mesure c'est réplicable à d'autres business models. Je m'explique. Dans les cas de figure que je vois passer, l'IA, c'est très rarement, voire jamais, une solution pour scale, pour faire du go-to-market, pour aller s'expand aux États-Unis ou lancer une nouvelle verticale. Ou ça va peut-être te faire l'analyse de marché, mais ça ne va pas forcément faire ce taf à ta place. En revanche, ça va te permettre de contenir ta tech, tes opérations, ton customer support et toute la machine, en fait, toute la machinerie en back-office qui te permet de supporter ce scale. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît assez universel, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je pense que tu vois, là où le mantra pour les entrepreneurs et les startups, il y a une dizaine d'années, c'était attention, faites peu, mais faites-le très bien. Tu vois, concentrez-vous sur. D'ailleurs, tu vois, je sais pas si tu prends par exemple Doctolib, tu vois, pendant très longtemps, c'est resté vraiment un agenda. Très bien fait, tu vois, mais c'était un agenda pour les médecins et pour les patients. That don't scale, quoi. Voilà. Et maintenant, si tu veux, on voit l'émergence de super apps qui font tout d'un coup, qui proposent tout. Tu vois, nous, on est sur une verticale où t'as des players qui font HR plus IT plus gestion financière. Enfin, c'est tout sur une super app, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'on va un peu changer de paradigme où maintenant, on va un peu pousser les gens à dire, mais en fait, sois ambitieux dès le début sur ton produit, fais énormément de choses parce que tu peux avec l'IA faire toutes ces choses bien si tu as la bonne approche, quoi. Ouais, et puis derrière, tu as toute l'expérience du end-user qui change où ton end-user, ce qu'il veut, c'est du résultat, c'est de l'outcome, c'est le service final plutôt que avoir accès à une plateforme et faire lui-même les opérations, etc. Mais juste pour revenir un peu sur ce que tu disais, le fait d'être un peu transversal, au final, c'est un peu ça, votre vision chez Fleet. C'est de venir provider différents services de management de flotte, à l'assurance, au leasing, à la réparation, à la cybersécurité. C'est un peu ça. Exactement. Nous, en fait, on a commencé on était vraiment au tout début, c'était un service de leasing IT avec assurance, enfin avec une garantie derrière, et on faisait des MacBooks pour les startups en France, quoi. Et en fait, là aujourd'hui, on est un peu devenu une sorte de super app de l'IT quasiment mondial, quoi. Enfin mondial dans le sens où on couvre vraiment partout, avec des clients partout.
Et en fait, super app de l'IT, c'est-à-dire on gère plus seulement le procurement, tu vois, le cycle de vie juste hardware sous une forme d'abonnement. Tu vois, on gère aussi la sécurité des devices avec notre MDM et des outils qu'on distribue, type, tu vois, antivirus, gestion des accès, etc. Préconfiguration des machines. Donc, tu vois, on est une sorte de super app qui gère tout ton IT, quoi. Qui gère tout ton IT sur la partie hardware et aussi software, le tout sur une seule plateforme, quoi. Ça là-dessus, il y a plusieurs questions qui se posent déjà. À quel point est-ce que, tu vois, demain, j'imagine que vous avez cette discussion avec ton cofondeur, tu peux avoir quelqu'un qui lance une plateforme, qui la pipe code sur Claude et qui te sort un FleetBis en une journée, 48 heures. Vous, comment est-ce que c'est quoi vos défenses, c'est quoi vos mots en fait? Ouais. Bah, écoute, déjà, on a quand même une infrastructure. C'est difficile de sortir un FleetBis parce qu'on n'est pas simplement une plateforme. Enfin, on est une plateforme, mais on est aussi une infra de partenaires logistiques, de partenaires financiers pour proposer ce leasing. Pour ça, il faut avoir des agréments, il faut avoir de l'historique. Tu peux pas ouvrir comme ça. Tu peux ouvrir dans ton pays d'origine au début, puis après, il faut de l'historique pour ouvrir dans d'autres pays. Donc ça demande beaucoup d'expérience et toute une infra, tu vois. Donc ça a une grosse barrière à l'entrée. Pareil, être capable de livrer proprement et d'assurer un service sur les machines partout. Il faut une énorme infra de partenaires et de l'expérience, quoi, tu vois, dans ce métier. Donc tu vois, il y a un peu un concept un peu en vogue aujourd'hui, avec à l'ère de l'IA où effectivement, tu vois, on remet un peu en cause les SaaS, les softwares, et on dit bah ouais, si t'es juste un software, t'es un peu à risque parce qu'un mec peut vibe coder ton truc rapidement et être à ton niveau, quoi. Bon, je pense que ça, c'est en partie vrai parce qu'il y a quand même aussi derrière, il y a le produit, puis il y a la distribution. Et la distribution, c'est hyper clé. Donc, ta marque, ta capacité de distribuer. Donc, même si demain, un mec fait un équivalent de PayFit, j'en sais rien, enfin, il va avoir du mal à challenger PayFit. Enfin, tu vois, il faut distribuer, là, donc, mais tu vois, nous, en plus de ça, je pense que nous, on a un truc un peu, on digitalise le monde physique. Il y a un truc digitalizing the physical world, c'est-à-dire, nous, derrière, il y a quand même des vraies machines qui sont livrées, qui sont gérées et qui demandent toute cette infra dont je parlais. Et donc, il suffit pas de vibe coder un software, quoi. Il faut être capable de. Et ça, tu vois, l'IA, elle va pas. C'est pas l'IA qui va livrer à ta place, quoi. Enfin, il y a pas de. Tu vois, demain, il y aura peut-être des robots, mais faut toute une infra, faut plein de partenaires. Et ça, c'est encore l'humain. Et donc, je suis pas trop inquiet, tu vois. Je pense qu'on est plutôt bien positionné, notre produit, notre business est plutôt bien positionné pour être relativement défensif dans cette transformation du monde, quoi. C'est hyper intéressant. Tu dors beaucoup mieux que pas mal de CEO que je connais, je pense. Après, j'ai d'autres choses, hein, mais on dort jamais vraiment très bien, mais c'est clair. Mais dès le départ, vous êtes de la tech, du software, enfin du SaaS, quoi, au service d'un service de livraison, en fait. Et là, c'est juste que l'IA vient compléter cette vision-là des choses. Il n'y a pas, on n'est pas uniquement dans le soft, quoi. Donc non, écoute, hyper intéressant. Et ouais, tu nous as dit aussi que tu avais un sujet, mais comme tout le monde, sur les coûts, coûts liés à la conso de token qui explosent. Ça, tu peux nous en dire un peu plus, comment est-ce que ça se fait, que ça a bien monté chez vous. Est-ce que tu peux nous raconter cette partie-là? Ouais, complètement. C'est vrai que nous, du coup, on a eu un peu un wow moment avec Claude, où là j'ai poussé tous les managers à passer du temps dessus. Puis après, voilà, on a voulu généraliser l'adoption avec cette approche à la fois bottom-up où tout le monde devait utiliser un peu l'IA lui-même à son niveau. Plus, on a mis des responsables par département pour créer des agents, développer des process autour de l'IA. Donc l'idée c'était comment on adopte au plus vite. Il faut qu'on soit
en avance sur le reste. Il va y avoir un fossé énorme entre les boîtes qui utilisent l'IA et celles qui l'utilisent pas dans leur process, quoi, qui va se créer. Et je pense toujours que c'est le cas. Hein. C'est juste qu'à un moment, si tu veux, je me suis quand même, donc je suis passé de ce mode où je me dis il faut qu'on pousse comme des malades, quoi, à ok, attends, juste là, c'est un peu l'explosion des coûts et des outils, quoi. Entre, tu vois, donc nous on utilisait GPT, ok, ChatGPT, bon, en réalité c'est pas très très cher, 20 € par mois par user, mais bon, quand même quoi. Plus on utilise Dust, plus Cursor pour les devs, plus on a utilisé Claude, enfin on utilise toujours Claude. En plus Claude il te facture par token, donc ça, tu vois, s'il y a un gros usage, ça peut vite devenir très très cher. Et on a même récemment testé un nouveau tool qui s'appelle Victor, qui est une sorte qui est pareil, je crois, l'une des plus grosses croissances historiques, encore plus rapide que Lovable, je crois, qui est une sorte de Claude, mais intégré directement à ton Slack. Donc ça pousse vachement l'adoption aussi, parce qu'en fait, c'est dans ton Slack. Tu passes la journée à parler à Victor sur Slack. Ouais, c'est ça, exactement. Et il fait des super trucs. Il te fait des super reports et tout, enfin donc c'est assez stylé. Mais pareil, Victor, je l'ai fait tester et je crois qu'au bout on a pris un crédit gratuit de 100 € et au bout de 4 requêtes, les 100 € étaient utilisés. Tu vois. Donc après, on a continué à le tester. C'est un salarié à San Francisco, hein, Victor. C'est pas un salarié, tu vois, dans le pain de la Creuse. Hein. Attention. Ouais, c'est ça. Le coût horaire, c'est pas le même. Et t'imagines si tout le monde a Victor dans ta boîte. Donc t'as 45 personnes. Qui utilisent Victor et qui dépensent peut-être 100 € par jour parce qu'ils font 4 requêtes par jour. Bon, enfin, c'est l'explosion des coûts totales. Enfin, tu vois, et donc il y a un moment, je me suis dit attends, quand même, juste regardons. Enfin, il faut pas non plus que ça devienne le truc. Tout le monde utilise des tokens sans réfléchir et parce que ça peut devenir. En fait, tu vois, il y a un truc aussi où il y a un moment si c'est juste utiliser des tools supplémentaires, alors peut-être que ça te donne un peu plus de productivité, mais ça aide aussi les gens à moins travailler. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est-à-dire qu'en échange, tu gardes les mêmes coûts salariaux. Les mecs utilisent l'IA, font peut-être un peu plus, mais en réalité aussi, c'est juste qu'ils travaillent moins, quoi. Ils sont plus productifs, mais en heures, quoi, et pas que en productivité totale. Oui, bah du coup, les coûts de ta boîte augmentent, quoi. En fait, tu vois. Et comment tu comprends ça, quoi? Comment est-ce que tu essaies de résoudre cette équation Ouais, bah du coup, nous, on a limité, quoi. Du coup, on a limité les tokens, là. On a limité les tokens. On a limité les tokens et on a fait, si tu veux, je sais pas comment dire, c'est un peu comme si tu as un plan de recrutement, quoi. Tu as un plan de recrutement ambitieux, tu veux grossir, mais en même temps, je sais pas, tu veux recruter 30 commerciaux parce que tu veux faire x 5, et en même temps, t'en recrutes 5 et tu te rends compte que la croissance met un peu plus de temps que prévu. Bon, bah, tu ralentis ton plan et t'attends de voir que tu grossis avant de recruter plus. Bon, bah, c'est un peu ça, quoi. Je me suis dit, en fait, mettons des limites. Donc, pour l'instant, on limite, je crois qu'on utilise à peu près 3 000 € par mois dans l'IA, quoi. Et tu vois, et en fonction, on augmentera progressivement, quoi. Mais je pense que oui, il faut mettre des barrières, quoi. Ouais. Bah, c'est sûr que si tu vois pas des gains de productivité massifs, tu t'attends de voir quels sont comment ça se développe et quels sont les cas de figure. Ouais. Non, je comprends. Et très bien. Et donc là aujourd'hui, 3 000 € par mois, c'est un chiffre. Enfin, comment est-ce que tu dépenses ça dans quoi exactement? C'est quoi? C'est du 100% Claude? Il y a du Cursor dedans? Il y a... Non, je crois qu'il y a Dust. Ouais. Dust, il y a Cursor. Et je crois que c'est un peu un tiers entre Dust, Cursor et Claude. J'ai l'impression. Dust, j'imagine, un peu plus de Claude, par des non-tech, par des opérations, par des... Ouais, par les équipes métiers. Ouais. On a un truc pas mal du tout. Je crois qu'on le fait avec Dust, il me semble. C'est un peu des agents spécialisés Dust métier, quoi.
Ouais. C'est assez cool, hein, franchement, Dust, pour le coup. Et c'est une boîte C'est quoi les française en cas plus. qui vous font gagner pas mal de. Pareil, j'ai pas de billes dans Dust, hein, c'est vraiment par curiosité. Qu'est-ce qu'est-ce que ça vous amène Ouais, je en crois en termes de ROI? content, tu vois, content, Content, ouais. rédaction d'articles, rédaction de posts LinkedIn, il y a assez en support aussi, tu vois, un agent Dust qui a tout notre knowledge et qui aide les équipes support à trouver, à écrire leurs réponses. Tu vois, c'est des agents, voilà, métier quoi. Il y a un Ouais. truc vraiment assez cool. On a créé une channel Slack qui s'appelle Ask Fleet. Et en fait, du coup, donc on a mis tout notre Notion, je crois que c'est avec Dust aussi qu'on a fait ça. On a mis toute notre Notion, donc toute notre base de connaissances internes dedans. Et du coup, les gens, dès qu'ils ont une question sur le service, sur le produit, ils écrivent sur cette chatroom, AskFleet, tu vois. Hyper intéressant. Et Et tu du vois, genre, coup, donc, je sais pas, là, je suis dessus, là, je regarde, là, tu vois. Euh, euh, un gars qui dit, où est-ce que je peux trouver le deck commercial en italien pour envoyer un prospect? Et bam, le truc lui envoie. Il y a une fille qui demande, est-ce qu'on a des fournisseurs aux Pays-Bas? Et si oui, lesquels? Tu vois, quels sont les délais de c'est une sorte livraison de pour tel cerveau produit? central où vous avez mis tous vos documents, tout votre Notion, Ouais, vos rapports ouais, commerciaux, etc. Et ça te les sort, ouais. ouais. Euh, et est-ce que, juste à l'inverse, tu as des outils que tu as drop ou alors tu as eu une rationalisation avec l'arrivée de Claude, de Dust Écoute, probablement des outils métiers plus précis, mais je pourrais pas te dire. Ouais, Euh, non, mais il y a des overlaps. Par exemple, tu vois, le truc Victor qu'on a testé, c'est super, ouais, quoi. Mais en fait, comment te dire? En fait, c'est une surcouche de simplicité parce qu'il est dans ton Slack, ouais. mais il est un peu moins puissant que Claude, tu vois. Donc, tu peux faire moins de trucs qu'avec Claude. Et donc, ce que ça t'apporte, bon, si je caricature un peu, mais c'est genre, plutôt que de devoir aller sur Claude et lui, tu vois, et itérer avec Claude sur Claude, tu peux dire itérer avec Victor directement sur Slack. Bah, du coup, il y a un peu un overlap entre avoir Claude et Victor. Et du coup, on s'est dit, bah, on va pas Vous avez utiliser Victor, on va pas. garder Claude. Tu Ouais. vois, enfin, il y a un moment, les mecs, les trucs, ils font un peu la même chose et tu surpayes un peu si tu as tous ces tools en même temps, Non, quoi. c'est clair. C'est comme Tu vois. avoir du Lemlist et du LGM. Ouais, voilà, Choisis, quoi. exactement. Exactement. Et ok, ok. Tu m'avais parlé de la même chose côté HubSpot marketing, où en gros, bah, l'intégration Cloud te bouffe quand même pas mal de tokens, alors que HubSpot fait les workflows, envoie les mails, fait la même chose en fait. Ouais, je crois pas que ce soit HubSpot Marketing, mais c'était Ample Market, je crois. Un peu le market, ok. Ouais. En gros, euh, en fait, en gros, tu peux connecter Claude à Ample Market et du coup, Claude peut faire plein de. Donc, c'est pour la chasse, hein. Ample Market, c'est comme un name list, quoi. C'est pour la chasse de prospects. Et je crois que tu peux connecter Claude à Apple Market et du coup, Claude peut chasser directement grâce à la base de données Apple Market des prospects, etc. Mais donc, tu utilises des tokens, pas mal de tokens Claude. Mais en fait, Apple Market a une IA intégrée qui est peut-être un peu moins puissante, mais du coup, qui est incluse dans l'offre Apple Market, quoi, tu vois. Euh, et du coup, plutôt que de payer des tokens Claude supplémentaires, tu utilises l'IA Apple Market qui fait quasiment le même truc et tu payes pas à double parce que tu vois, sinon tu payes et Apple Market et les tokens Claude. Et oui, donc tu vois, il faut faire attention aux overlaps, quoi. Parce qu'en fait, il y Ouais, a beaucoup d'outils qui, de toute façon, ont intégré l'IA dans leur outil et qui l'offrent dans leur plan, dans le plan que tu payes déjà. Tu vois. Donc, ouais. il faut pas utiliser des outils qui font la même chose et les payer doublement, quoi. Là, si on parle de recrutement, donc vous avez bien grossi et vous allez continuer à recruter. Si on parle recrutement, globalement, qu'est-ce que ça vient changer, l'arrivée de l'IA? Qu'est-ce que ça vient changer dans ta manière dans votre manière de réfléchir un peu
à qui on recrute, aux skills, au process aussi? Ouais. Non, bah déjà, c'est sûr que là, bon, nous maintenant, on essaye de recruter que des personnes qui ont vraiment une sensibilité à l'IA, quoi. Donc, bon, bah, on pose des questions systématiquement pour comprendre comment les personnes utilisent l'IA. On fait faire toujours des case studies aux candidats et on voit s'ils ont utilisé l'IA quand même, tu vois. Et en fait, Ouais. c'est un bon truc s'ils l'ont fait, tu vois. Euh, Ça se voit assez vite, hein, tu vois. Par exemple, je sais pas, les presses Claude, elles sont, c'est toujours Ça un peu le se même sent format direct. là, avec Ça les se sent cards et tout. direct, Tu regardes, exactement. ouais, tu vois direct. Tu vois Bon, bah voilà, direct. moi, si j'ai un candidat qui a fait la presse à la mano, qui a passé des heures et tout, en même temps, c'est appréciable parce que le gars, il est motivé. En même temps, je lui dis, en fait, mec, tu vois, tu utilises pas l'IA, c'est un problème, en fait, quoi, tu vois. Mais t'as pas peur justement tu vois, de cette personne qui utilise l'IA avant le papier crayon, enfin avant de poser ses idées, avant de réfléchir, de structurer, tu vois, et qui va tout te faire. Non, bah, c'est exactement, ouais, c'est une très bonne question. En fait, tu vois aussi quand le mec, tu fais un case study et le gars, il a juste interrogé l'IA et il a recraché ce que l'IA lui a dit. Ça, par contre, ciao, quoi. Enfin, je trouve que ça Ouais, se voit un peu aussi quand même, tu vois. C'est très générique. Quand il parle de son case, tu sens qu'il se l'est pas approprié. Tu vois, tu suffit de lui poser des questions précises, quoi. Pourquoi, tu vois, rentrer dans le détail. J'avais écouté un podcast sur Musk. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait en entretien? Musk, c'est caricatural, mais Musk, il t'attrape pendant 1 heure sur un truc. Tu vois, il va te dire, je sais pas, parle-moi d'un truc que tu as mis en place dans ton expérience professionnelle et qui a été couronné de succès, n'importe quoi. Enfin, il te demande un truc précis et après, il t'attrape dessus pendant 1 heure et il te dit pourquoi, mais explique-moi comment tu as réfléchi, pourquoi ce problème-là. Et il rentre dans le détail pour comprendre si tu es en train de bullshit parce que c'est pas vraiment un truc que tu as fait toi, mais que tu as vu faire et que tu racontes, ou si c'est vraiment un truc que tu as fait toi parce que tu expliques ton raisonnement, etc. Et voilà, c'est un peu pareil. Je pense que tu le décèles assez vite, ça, tu vois, dans les cases, si le gars, il a juste utilisé l'IA. Donc, un gars qui a staffé l'IA, mais avec ses idées, il a dit, voilà mes idées, challenge-les-moi, machin, il a itéré, et c'est ses idées à lui, et après, il lui a demandé de produire une presse avec un gros brief. Bah, il parlera quand même mieux de son cas qu'un gars qui a dit à l'IA, voici mon cas, réponds pour moi, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc faut faire gaffe, quoi. C'est clair qu'il vous faut donnez pas. encore des cas maison. Toi, tu donnes encore. Ouais, Tu fais passer quel mais type d'entretien sur lesquels toi, tu es personnellement alors, impliqué? alors moi, je fais plus les cas. Je fais plus les cas. Donc je fais que des last round, quoi. En sales, on donne des cas évidemment on the spot, quoi. Ouais. Donc, de pitch, quoi. Tu vois, on donne un brief, t'as telle boîte, prépare une presse et ensuite tu pitches en direct. Donc, le pitch en direct, quand même, ça te permet assez vite de savoir, parce qu'après, évidemment, le gars, tu le challenge, hein. Tu lui dis, OK, c'est un peu cher, explique-moi pourquoi c'est ce prix-là. Enfin, tu vois. Et du coup, bon, là, c'est assez facile à déceler. Je crois qu'en code, évidemment, ils font des tests en direct, hein, tu vois, ils font des tests techniques, quoi. En supply, on faisait des exercices assez de calcul de marge en direct, tu vois, sur des Excel à remplir en direct de calcul de marge. Tu vois, moi, je fais aussi des market sizing, des cas de consultants. Essaye d'estimer la taille du marché de l'ordinateur aux entreprises, aux PME en France. Et donc là, tu vois le raisonnement du mec en direct. Il est avec un papier, un stylo. Donc, tu vois, il faut partir de la population totale, ensuite la population qui travaille en entreprise, à quel taux elle renouvelle. Donc, tu vois tout le raisonnement. Donc, tu vois, on fait passer quand même beaucoup de cas en direct, quoi. On fait encore passer des cas maison parce que je trouve que le cas maison, c'est quand même encore, tu vois, le cas maison, ça permet quand même de savoir au candidat si il a préparé l'entretien en amont, voilà. Mais le risque avec les cas maison, c'est évidemment, on veut pas un truc full IA où le gars a pas du tout bossé, quoi. Donc, il faut poser les bonnes questions ensuite pendant la présentation du cas, quoi. Là-dessus, sur le recrutement, ouais, l'écueil, enfin, la question que je pose un peu à tout le monde, c'est celle des juniors. Comment est-ce que toi, tu réfléchis à la question des juniors? Déjà, est-ce que tu en intègres dans ton équipe? Euh, et,
Et ouais, comment est-ce que tu réfléchis à ça, quoi? Aux US, on a un Ouais. drop assez significatif. Je crois que sur 2025, il y a moins 65% d'annonces sorties d'école. C'est un peu moins en France, mais c'est quand même une très grosse chute. Toi, comment tu Ah ouais, c'est réfléchis fou, à ça? c'est fou ce chiffre, hein. C'est impressionnant, quoi. Aux US, C'est- je sais pas si tu as vu les commencement speech là, des différentes universités. Là, il y a eu à chaque fois les speakers qui parlent d'IA se font insulter, quoi. Il y a eu Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, qui est venu faire son commencement speech. Je crois que c'était à Ouais, l'université de Pennsylvanie ou je sais plus. Mais il se faisait bouer, tu n'entendais que ça. Il a parlé d'IA et il se faisait bouer, tu n'entendais que ça. En fait, ils ont une panique, les jeunes diplômés ouais, là-bas, de ce qui les attend sur le marché. Et pour cause, hein, ils ont beaucoup moins de possibilités, d'offres d'emploi, alors qu'ils sont surendettés en sortant d'école. Heureusement, on est un peu moins dans ce cas-là ici en France, mais quand même, le drop est quand même assez important, surtout pour les rôles, tu vois, conseil, start-up. hmm. Euh, Toi, comment est-ce que tu réfléchis à cette chose-là chez Fleet? Comment est-ce que vous réfléchissez à ces profils? Ouais, ouais, c'est flippant, hein, c'est sûr. Bah, si tes chiffres sont, sont les vrais chiffres, tu as moins de 65% d'annonces, c'est. Je Ah ouais, mettrai le lien dans la vidéo. j'aimerais pas sortir du marché du travail là, Non. aujourd'hui, quoi. Il y a eu Ouais, puis pire, il y a alors, eu aux US. 2009, il y a eu les subprimes. Je pense que tu Ouais, sortais à ce moment-là, tu étais un peu. Ouais. ouais, c'est souvent comme ça aussi. Il y a des crises, et en fait, c'est aussi Oui, des opportunités. Voilà, bon. Mais c'est sûr que c'est quand même anxiogène. Surtout quand tu as payé tes études, je sais pas combien, 100 000 $, 150 000 aux US. Enfin, tu vois, c'est sûr que c'est. Et bon. Mais alors, nous, écoute, bah, nous, c'est un cas un peu particulier parce que nous, alors nous, on a une culture où on recrute des gens qui sont pas forcément ultra seniors, tu vois. Mais on leur donne, on les fait monter en compétences et donc on a une culture très méritocratique. On a des gens qui sont venus chez nous en sortie d'école, en stage et qui ont des postes aujourd'hui haut placés parce qu'ils ont montré des qualités exceptionnelles. Voilà, évidemment, on recrute aussi des seniors maintenant parce que la boîte a grossi. Euh, je ne sais pas si c'est la réflexion, c'est junior, senior. Moi, la réflexion, c'est job très opérationnel versus job plus ouais avec plus d'impact, plus contributeur individuel, mais plus avec plus de champs de contribution, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que moi aujourd'hui, je recrute plus quelqu'un pour faire juste petite main, tu vois, très 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 opérationnel. Donc tu vois, l'équipe supply aujourd'hui, elle a pas grossi. Et elle est encore là parce il faut évidemment, hein, tu vois, tout n'est pas géré par l'IA, mais elle est restée stable alors qu'on a fait x3. L'équipe support, pareil, tu vois. Euh, euh, voilà, et donc on a peu de personnes avec un champ d'action élevé et du coup qui permettent, tu vois, qui sont plutôt en augmentation de productivité grâce à l'IA, plus que voilà dans leur petit champ, quoi. ouais, Mais je trouve que ça n'empêche pas de recruter des gens relativement juniors. En fait, c'est pas, enfin, tu vois, euh, t'as toujours la possibilité d'apprendre sur le tas, de step up. Enfin, tu vois, je sais pas si, d'ailleurs, même les trop seniors, tu vois, à voir, quoi, parce que, tu vois, moi, j'ai même peur moi-même d'être largué, hein. Enfin, tu vois, comme, je sais pas, comme nos parents étaient largués sur le digital. ouais, je pense Enfin, on voit tous nos parents qui se sont fait larguer par l'arrivée du web à un moment donné et on se dit, OK, faut pas que ce soit moi demain, quoi. bah ouais, grave, grave. Donc pour moi, c'est plus nature du rôle, plus que profil, âge, junior, senior, tu vois. C'est plus Ouais. nature du rôle, quoi. Ouais, ouais. Mais en même temps, je vois ce que tu veux dire et en même temps, bah, il y a quand même un impact parce que t'as quand même l'arrivée de l'IA qui vient baisser tes coûts, enfin rationaliser tes coûts opérationnels. Du coup, tu as moins de personnes à recruter en customer success, enfin en support, pardon, Ouais, en supply, probablement en SDR aussi, direct. Euh, ouais, alors et SDR, très bon point. Très bon point. Il y a un gros débat en ce moment. Je sais pas si. ouais,
Parce que tu sais, en gros, il y a eu un moment où tout le monde s'est dit, bah maintenant t'as plus besoin d'SDR, t'as même des, enfin moi j'ai des calls là maintenant de AI là. Je sais pas si toi t'as ça aussi, Ouais, ouais, call de il y AI. a les pubs dans le métro à New York. Pourquoi est-ce que vous recrutez encore des SDR Ouais, en 2026? non mais c'est ça exactement, exactement. Là l'autre jour j'ai eu un call d'une AI, c'était incroyable quoi. C'est Ouais, genre, j'ai pas répondu parce que moi je réponds pas à mon message, mais du coup c'est mon répondeur et c'est incroyable parce que euh, il me laisse un message. Et le truc, c'est allô, allô, pardon, c'est votre répondeur, j'avais pas compris. Oui, alors je voulais vous dire que, enfin, tu vois, ouais, c'est genre un truc, il fake le fait qu'il avait pas compris que c'était mon répondeur, puis il me laisse un message, et en fait, c'était une AI, quoi. ouais. Parce que j'ai reçu le même call le lendemain avec du même prestataire et avec le même répondeur. Et le premier, Euh, tu pensais que c'était vrai? La, la, Euh, la première version? alors, quand j'ai vu la transcription, parce que sur l'iPhone, tu vois la transcription écrite, je pensais que c'était Ouais. vrai. Et après, je l'ai écouté à l'oral et c'était quand même grillé que c'était une AI. Parce Ouais. que l'intonation, Mais on est peut-être à un tu ou vois. 2 ans tu vois, d'une itération où en fait, tu sais pas, quoi. Tu sais pas. Ouais, exactement. C'est-à-dire, je pense que ça va vachement progresser et qu'à terme, Ouais. c'est sûr, tu vois, que ça sera au niveau, quoi. Mais du coup, là, moi, j'ai vu quand même pas mal passer de boîtes, j'ai plus les noms, mais qui disaient qu'ils avaient viré tout leur SDR et ils utilisaient un AI tool et qu'en fait, ils avaient un peu rétro-pédalé, tu vois. Donc, je suis pas sûr que ça soit encore totalement faisable, tu vois. Nous, on a une Ouais. approche un peu pragmatique. En plus, nous, on est B2B. Je pense que quand même le SDR en B2B est un peu plus quali que le SDR en B2C, très massif, tu vois. Et donc, nous, on a des agents qui apportent automatiquement des leads au SDR, tu vois, pour booster leur productivité. Donc, le SDR, il fait plus du tout aucun travail d'enrichment de leads, de recherche de leads, etc. Mais par contre, la chasse se fait par les SDR. Après, c'est la chasse maintenant, c'est des mails automatisés, c'est des LinkedIn automatisés. Mais on fait pas, par exemple, de call avec l'IA, quoi. Encore. Alors, peut-être que Ouais. demain, on le fera. Mm. Ouais, hyper intéressant. Là, sur cette question de l'enrichment de lead, et j'imagine aller chercher les contacts, les qualifier, etc. Ça, t'as trouvé t'as trouvé des choses hyper intéressantes, des outils vraiment qui font la différence. Moi, personnellement, pour avoir testé pas mal de choses, Ouais, alors ça va être difficile pour moi de te dire très précisément parce que je suis plus trop expert. Je sais ouais, que nous, on utilise Clay. ouais, Je sais pas ouais, il si y a tu Clay, vois, et ouais, que, enfin, il tout y a ce que Clay. j'entends, c'est top, 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 tu vois, Clay, quoi. Ouais, Donc on a une stack Clay, plus un peu le market, plus, ouais, tu vois, à un moment, on utilisait Common Room aussi. Ça, c'est détection de signals, quoi. Le mec a visité ton site, hein, tu vois. Le mec a liké un post, enfin, tu vois. Euh, mais là, ouais, on rentre dans de la technique où, ouais, tu vois, je suis plus trop suffisamment dans le détail pour te donner des avis vraiment tranchés que je me ouais, suis fait moi-même, quoi. Tu vois. ouais, mais Je je sais pense qu'ils que ils sont contents de Clay, quoi. Ils sont contents de Clay. j'ai pas vu émerger non plus. Enfin, faut bootstrapper ses propres solutions. Enfin, ce qu'on est en train de faire, donc j'ai pas vu émerger des trucs incroyables. Mais ouais, mais si on revient un peu à ta vision un peu de comment l'IA va impacter le business de Fleet, toi là sur le reste de l'année, à quel point c'est dans c'est dans votre roadmap global, comment est-ce que vous allez envisager d'aller plus loin sur l'IA? Est-ce qu'il y a des pans, tu vois, entiers de ton business où vous dites, OK, ça, maintenant, ça doit être géré par des agents. euh, Tu vois, quelle est votre vision des choses? Ouais, écoute, c'est difficile de te dire un truc très tranché. Je pense que c'est une adoption qui se fait progressive, quoi. Enfin, je trouve que là, tu vois, bon, il y a plusieurs choses, tu vois. Nous, par exemple, là, enfin, il y a plusieurs départements qui sont sous-dimensionnés chez nous aujourd'hui parce qu'ils sont enhanced par l'IA. Est-ce que ça va être 100%? Je sais pas, tu vois. Mais marketing, par exemple, tu vois, en ce moment, on n'a personne en contenu, en rédaction de contenu. Enfin, tu vois, c'est quasiment 100% automatisé par l'IA. Là, on va quand même faire venir quelqu'un
pour orchestrer tout ça, parce que voilà, mais ça va être une orchestratrice de production de contenu dans tous les pays, production de tous les contenus LinkedIn, etc., avec une seule personne. Donc, tu vois, je trouve que marketing, production de contenu, franchement, aujourd'hui, avec l'IA, je pense que tu vois, c'est pas 100% automatisé, mais tu as vraiment juste besoin d'un orchestrateur. Hiring, on n'a personne dans l'HR, nous, tu vois. On fait la chasse nous-mêmes de profils LinkedIn et aujourd'hui, on le fait avec l'IA. Enfin, en gros, l'IA, on brief l'IA, elle extracte 200 profils LinkedIn qui correspondent à notre scorecard, elle chasse les mecs, tu vois. Enfin, c'est vraiment... ouais, je trouve que ça, ouais, ça va être complètement aussi facilité par l'IA, je pense. Surtout qu'en plus, c'est mieux, je trouve, de chasser proactivement les profils plutôt que de poster une annonce, d'avoir des mecs qui viennent. Je pense que tu as toujours de la meilleure qualité en chassant en outbound des profils qu'en attendant des gars qui postulent en inbound chez toi, quoi. Donc, tu prêches un convaincu. ouais, à fond, quoi. Et donc, ça c'est hyper facilité aujourd'hui. Voilà, bah, comme je te disais, les devs, quand même, tu vois. Alors, comme on a beaucoup de legacy quand même sur notre produit, quoi, on est limité. Mais je veux dire, voilà, l'équipe tech, elle est comme, ils sont peu chez nous, hein, tu vois. On a deux devs seniors, quoi, et avec deux stagiaires, quoi, et qui gèrent toute notre stack, quoi. Donc ouais, je pense que ça, c'est les métiers ouais, support. C'est les métiers, je trouve, quand même, qui vont être bien disrupt. Mais disrupt pas en mode disparition, quoi, mais vraiment en mode juste gain de productivité massif. Ouais. Donc c'est sûr que oui, il va y avoir moins de jobs, quoi. En revanche, par exemple, tu vois, sales, pour l'instant, j'ai du mal à être convaincu, quoi. Enfin, je trouve que évidemment l'IA apporte plus de productivité, mais bon, je sais pas, sales, en tout cas en B2B, c'est quand même beaucoup de relations interpersonnelles. De toute façon, tu fais des calls, des démos. Enfin, tu vois, c'est très personnalisé, quoi. Et donc, c'est difficile de vendre en étant juste une IA, quoi. Donc ça, tu vois, nous, on continue à scaler l'équipe sales, quoi. Ouais, bah, c'est assez marrant parce que tu as une position que je trouve, tu vois, plutôt de prise de recul par rapport à l'IA que je trouve assez on va dire, Contrarian? non, ouais, contrarian et down to earth, je cherchais le terme en français, mais Ah ouais. ouais, tu Pragmatique, vois, quoi. ouais, t'es Enfin, pragmatique, ouais. tu vois, t'as beaucoup d'idéologues maintenant de l'IA qui te disent, OK, il faut que ça soit un peu mis partout dans mes outils, que tout le monde utilise et que ça soit le cœur de l'expérience client, etc. Toi, tu continues de suivre un peu, enfin, vous continuez de suivre votre roadmap petit à petit, et s'il y a des gains avec l'IA, on l'utilise, et ouais, et c'est une autre type de position dans l'écosystème, mais du coup, bah, ce qu'on Parce que mesure, c'est quoi la position que tu vois, toi? Enfin, ça m'intéresse bah, justement c'est la position où bah, maintenant on va essayer d'architecturer des bases de données assez énormes, avoir nos bases de données propriétaires et puis grâce à ça changer complètement l'expérience de nos utilisateurs où l'IA va devenir un peu un provider d'expérience. Tout va se Ah faire oui. avec de la voice. Et en fait, et sans parler, et ça c'est juste sur la partie UX et produit, mais ensuite tu as toute la partie organisationnelle et HR où bah, en fait on essaie d'automatiser un max. C'est beaucoup le cas dans pas mal d'industries et surtout dans les Ouais. industries très soft. Non, bah, il y a le MCP, c'est vrai qu'il y a ce sujet où d'avoir ton MCP qui permet, mais ça, bah ça ouais, c'est côté front client. Effectivement, ouais, là, moi, je te parle d'ingénierie interne, mais côté front client, comment tu changes l'expérience de ton produit et que tes clients puissent discuter avec un LLM en disant, bah voilà, commande-moi un ordi fleet pour tel employé, et tu vois que tu transformes l'expérience utilisateur d'une plateforme à une conversation intégrée à ses propres systèmes.
Ça, c'est dans la roadmap, ouais, complètement. Enfin, ça, je pense que de toute façon, tout le monde va devoir le faire, ça. Ouais, complètement, ouais, complètement. Mais Ouais. non, mais je trouve que c'est quand même intéressant, tu vois, parce que ça montre une culture un peu plus pragmatique et une culture où en fait, vous perdez pas votre ADN, où on bootstrap, on teste des choses, ça marche, on garde, ça marche pas, on tège. Ouais, puis il y a un Voilà, sujet c'est l'impact qui enfin, compte. il y a quand même une adoption qui est pas si, enfin, c'est souvent on dit, on surestime les effets à court terme quand il y a une nouvelle technologie, on surestime les effets à court terme et on les sous-estime à long terme. C'est vrai, Tu vois, c'est vrai. c'est un peu la bulle Internet. Je sais pas, Internet est arrivé, à un moment tout le monde s'est dit, ça va révolutionner, ce qui est vrai, mais on était un peu trop en avance et du coup en 2000, il y a eu cette bulle qui a éclaté parce qu'en fait l'adoption n'était pas si rapide que ça. Il y avait des modèles économiques qui marchaient pas, mais en réalité on n'aurait jamais imaginé qu'en 2025 on en était à aujourd'hui avec tout le monde sur son téléphone qui commande tout sur Internet et qui, enfin, tu vois. Donc, Ouais. en fait, et je pense que l'IA, c'est un peu pareil, quoi. C'est, même si là, quand même, tout le monde est très bullish, je pense qu'il faut pas surestimer les effets à court terme. C'est-à-dire, il y a quand même une legacy de les boîtes, enfin, les gens fonctionnent dans leur quotidien comme ça. Et même ce truc de MCP, par exemple, je pense que il y a encore la plupart des gens sont encore plus à l'aise à aller directement sur une plateforme figée et comme, enfin, tu vois, avoir une expérience à l'ancienne plutôt que de discuter avec un LLM. Mais dans 10 ans, ça se trouve, Ça voilà, serait je sais pas, normal, le e-commerce, il y aura plus de, le e-commerce, ça sera discuté avec un LLM, quoi. ouais. Tu vois, donc oui, enfin, et c'est pour ça que voilà, je veux pas tout changer radicalement d'un coup en me disant c'est le nouveau paradigme et en même temps, je veux pas non plus être en retard sur, sur ce qui se passe, quoi. Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin. C'était hyper intéressant, Séverine. Merci d'être venu nous partager un peu tes réflexions et comment ça se passe sur l'adoption de l'IA chez vous, chez Fleet. Et hyper cool. Et puis nous, on se reverra, j'espère, bientôt à un event TPC ou un autre. Avec plaisir. Passe une excellente après-midi et je te dis à bientôt.